Voilà, donc le temps est venu maintenant de vous présenter le Giacomo Carasol, qui donc, est membre du CNRS et de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, et qui va aborder la présentation matérielle et plus particulièrement paléographique, c'est-à-dire ce que peut nous apprendre l'examen de l'écriture, de la façon dont ce manuscrit a été écrit. Les Juifs ont développé des styles calligraphiques différents en fonction des époques, bien sûr, mais aussi en fonction des pays, des aires culturelles dans lesquelles ils ont vécu. Et les Juifs espagnols, les Juifs italiens, les Juifs ashkénazes, les Juifs yéménites, les Juifs iraniens, les Juifs marocains ont chacun développé leur propre style paléographique. Alors, un style paléographique peut nous aider à, disons, retracer l'histoire d'un manuscrit, mais ne peut pas être, parce que les manuscrits voyageaient, mais les scribes voyageaient aussi beaucoup. Voilà, je laisse la parole donc à Giacomo Carasol, et que je remercie d'avoir accepté de présenter ce manuscrit. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup aux organisateurs. Désolé pour le retard. Pour ajouter du mystère au mystère du Sefer Yetzira, je n'étais jamais plus ponctuel dans le retard. Mais bon, on peut entendre? Ça va? Il faut retirer le masque. Ah, on peut retirer. Bon, voilà. Bon. Alors, les manuscrits hébreux 763 et son contenu ont été déjà décrits plusieurs fois par nombre de savants et de chercheurs éminents comme Eliakim Karmoli, Hermann Zotenberg, Georges Bajda, Colette Sirat, Giulio Busi, Moshe Idel et plus récemment Christina Choukou dans son catalogue d'une partie des manuscrits kabbalistiques de la BNF. Mon intervention ne vise pas une analyse codicologique complète du manuscrit, ce qui serait soit abuser de votre patience, soit répéter les déjà connus. La tâche que je me suis assignée, d'accord avec les organisateurs, est plutôt de proposer une analyse paléographique du manuscrit et notamment d'analyser l'écriture d'un des copistes afin de pouvoir dater et localiser plus précisément les manuscrits. Il s'agira donc d'empoigner une loupe afin de faire émerger les lieux et les contextes dans lesquels le manuscrit hébreu 763, dans son ensemble, je souligne dans son ensemble, fut produit. Ce manuscrit de la BNF, que j'indiquerai dorénavant comme manuscrit P, se compose de deux unités codicologiques que j'appellerai respectivement manuscrit 1 et manuscrit 2. Le manuscrit 1 contient la recension brève du Sefer Yetzira, quelques commentaires au même, d'autres textes plus ou moins strictement liés au Sefer Yetzira et d'autres textes kabbalistiques. Le manuscrit 2 contient deux ouvrages de caractère théologico-philosophique concernant les rapports entre l'âme de l'homme et Dieu, les premiers des Nachmanides et les deuxièmes des Al-Farabi. Le manuscrit 1 ne présente aucune trace de colophon et résiste donc à première vue à tout essai de datation précise. Le manuscrit 2 porte un colophon dans lequel les copistes de l'ouvrage de Nachmanide, c'est-à-dire Jonathan ben Aviezer à Cohen de Ferrar, protagoniste, pour ainsi dire, de cette communication, affirme avoir terminé de copier cet ouvrage en 1284 à Rome. Est-ce que la même chose est vraie aussi pour les manuscrits 1? Malachi Bettaria et Colette Sirat ont été les premiers à décrire les manuscrits P comme composés de deux unités codicologiques distinctes reliées ensemble. Ils affirment notamment ces textes ont été reliés à la suite d'un autre manuscrit contenant le Sefer Yetzira et divers commentaires kabbalistiques, lesquels étaient encore en 1618 un volume séparé, comme le prouvent les signatures de Caretto, un censeur, au feuillet 34 recto. Fin de citation. Ces remarques n'ont pas attiré l'attention de Moshe Idel, qui a considéré les manuscrits P comme une seule unité codicologique. Dans son catalogue d'une partie des manuscrits hébreux kabbalistiques de la BNF,
Christina Choukou a repris l'analyse de Bétarier et Sirat en décrivant le manuscrit P comme composé de 2 unités codicologiques, respectivement de 38 et 30 feuillets en parchemin. Différemment de 2 éminents codicologues, cependant, en se basant sur la note de censure tracée au feuillet 67 verso par Domenico Gerosolomitano, Choukou affirme que, je cite, les 2 unités codicologiques ont été réunies après 1595 et non après l'année 1618. D'autres collègues plus compétents que moi parleront pendant la journée du contenu du manuscrit. Ici, je ne veux qu'en donner un aperçu, basé sur les descriptions fournies par Moshe Idel et Christina Choukou, afin qu'on puisse se familiariser avec le contenu du manuscrit et afin de faciliter l'analyse qui va suivre. Dans les manuscrits P, on distingue donc 17 entités textuelles et 2 diagrammes. La centralité du Sefer Yetzira, livre qui joue un rôle majeur dans la spéculation d'Avraham Aboulafia, aussi bien que la présence d'un certain nombre d'ouvrages d'origine catalane, voire les textes contenus dans les manuscrits 2, ont induit Moshe Idel à suggérer qu'une bonne partie des ouvrages contenus dans les manuscrits P soit arrivés à Rome avec Aboulafia, qui habitait à Rome entre l'été 1280 et la fin de la même année. Comme déjà mentionné, le manuscrit P présente un colophon. Il se trouve notamment à l'intérieur du manuscrit 2, à la fin du Sha'ar Agmoul de Nachmanide. J'ai traduit. Ces chapitres s'intitulent « Sur la rétribution » et constituent les derniers chapitres de la Torah Adam, composé par notre maître Rabbi Moshe Ben Nachman de Giron, que sa mémoire soit bénie. Il a été copié par moi, Yonatan Ben Rabbi Aviezer Cohen, puisse-t-il vivre longtemps, autrefois membre du Kahal de Ferrar. Cette copie a été achevée le soir du 12 Iyar 5044, après la sortie de la reine, c'est-à-dire à la fin du Shabbat, dans la métropole appelée Magdiel. Le toponyme Magdiel indique la ville de Rome. La copie de l'ouvrage de Nachmanide aurait été donc terminée à Rome par Yonatan Ben Aviezer Cohen de Ferrar le 17 avril 1284. Yonatan s'était transféré à Rome de Ferrar, où une communauté juive est attestée depuis 1227. À propos des causes qui pourraient avoir induit Yonatan à laisser Ferrar, il faut mentionner les attaques menées par l'Inquisition contre les Juifs de la ville dans les années 1279 jusqu'à 1281. Mais la vivacité de Rome en tant que centre culturel à la fin du XIIIe siècle rend cependant probable que Yonatan s'y était rendu pour continuer ses études ou pour y gagner son pain. L'activité de copiste de Yonatan dans les années 80 du XIIIe siècle nous est connue aussi grâce à 2 autres manuscrits. Le manuscrit oriental 1055 de la British Library, dorénavant indiqué comme manuscrit L, et le Codex 76 de la Bibliothèque nationale universitaire de Turin, dorénavant indiqué comme manuscrit T. Comme l'écrit Moshe Idel, le manuscrit L est un vaste recueil de textes de Kabbale théosophique, la plupart desquels d'origine catalane. Margoliouth affirme que le manuscrit fut copié, je cite, probablement au XIVe siècle. Tout en renvoyant à Margoliouth, Colorni le décrit comme copié à une époque inconnue. Dans les sites internet de la British Library, le manuscrit L est daté du XIVe siècle. Selon Choukou, finalement, le manuscrit L date, je cite, probablement du début du XIVe siècle. Idel écrit qu'on ne connaît pas la date de sa production. Dans le manuscrit L, on peut reconnaître les mains de 2 scribes. Le feuillet de 2 à 109 se doivent au travail d'un scribe nommé Yitzhak. Les feuillets 110-178 se doivent par contre au Yonatan déjà nommé. On l'apprend du colophon que, quoique délavé et partiellement couvert par une tache, on peut lire au feuillet 178.
Dans la photographie disponible sur le site de la British Library, les 4 derniers mots de la ligne 4 résultent illisibles, raison pour laquelle je les tire du catalogue de Margoliouth, dont la transcription, s'agissant d'un passage biblique, peut être considérée en gros fiable. Le seul détail à propos duquel on peut douter, c'est la transcription du dernier mot de la ligne 4. En effet, Margoliouth lit Geoulai avec deux iodes, tandis que les textes massorétiques se lit Geoulai avec un seul iode. Comme Margoliouth ne met pas en évidence aucun des mots du verset, on hésite à identifier les mots qui indiqueraient l'année de production. Il apparaît cependant évident que le mot ou les mots indiquant la date de production du manuscrit doivent se trouver après les mots Ushnat. Et comme les premiers mots de la ligne 5, Ba'a, n'est pas surmonté par aucun signe, on est amené à conclure que, tout comme dans les manuscrits 2, à l'intérieur du manuscrit de la BNF, dans les colophons contenus dans les manuscrits L, l'année de production est indiquée par les mots Geoulai, qui indiquent l'année 5050. Dans les colophons, le mois est illisible. On sait pourtant que le jour où Jonathan termina de copier le manuscrit était un dimanche. En 5050, il n'y avait que 2 mois où le 3e jour tombait les dimanches, Tevet et Sivan. Dans le premier cas, Jonathan aurait achevé les manuscrits le 18 décembre 1289. Dans le deuxième cas, il s'agirait du 14 avril 1290. Le codex de Turin ne se sauva pas de l'incendie qui détruisit la Bibliothèque nationale de Turin les nuits du 25 et 26 janvier 1904. Les informations essentielles concernant ce manuscrit sont contenues dans le catalogue de manuscrits hébreux de la Bibliothèque universitaire de Turin, publié en 1880 par Bernardino Peyron. Ces manuscrits contenaient les commentaires d'Averroès à la physique d'Aristote, les De Anima d'Aristote et les traités sur l'essence de l'âme d'Al-Farabi, le même ouvrage qui figure à la fin du manuscrit 2. Tous dans la traduction du déjà nommé Zerachia ben Yitzhak Gratian. Au feuillet 90 verso, voire à la fin du commentaire d'Averroès à la physique d'Aristote, on pouvait lire les colophons suivants. Et les points de suspension sont dans la transcription de Peyron qui peut-être omet la répétition du nom du commanditaire. Je ne lis pas pour éviter d'être trop long. Jonathan aurait donc copié les premiers textes contenus dans les manuscrits T 10 ans après sa collaboration à la production du manuscrit 2. La main de Jonathan apparaît aussi dans le manuscrit hébreu 207 de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich, copié par Shemaria ben Yaakov à Cohen. Ici, au feuillet 101 recto, on lit le contrat de vente suivant, qui date la vente au 28 janvier 1286. Attesté à Rome entre les vieux propriétaires comme Menachem ben Binyamin. Attesté à Rome entre 1285 et 1289, Menachem ben Binyamin, dont la figure a été examinée par Michel Ducamp et Moshe Idel, nous est connu grâce à 6 autres manuscrits, 4 copiés par lui-même, un commandité par lui et un possédé par lui. Moshe Idel a souligné les affinités dans le contenu qu'on peut remarquer entre le manuscrit P, les manuscrits L et les manuscrits et les codex de Parme 2784, copiés presque entièrement par Menachem en 1286. Les manuscrits de Parme contiennent notamment 9 ouvrages présents aussi dans les manuscrits P, parmi lesquels se trouvent les Sefer HaChaim,
qui figure aussi soit dans les manuscrits de Munich mentionnés ci-dessus, soit dans le manuscrit L, qui contient aussi plusieurs ouvrages qu'on retrouve dans les manuscrits de Parme. De même, les manuscrits T contenaient entre autres les livres sur l'essence de l'âme de Al-Farabi, qui figurent aussi dans les manuscrits L. On est donc amené à conclure que Jonathan était un copiste travaillant pour un milieu de juifs romans dévoué à l'étude de la philosophie et de la Kabbale. Comme on l'a vu, le colophon qui figure dans les manuscrits de Londres semble supporter la date indiquée dans les colophons contenus dans les manuscrits 2. Cependant, Georges Vajda a contesté la fiabilité de ces colophons. Je cite, « Nous notons, sans pouvoir rentrer ici dans les détails, que, ayant eu l'occasion d'étudier les manuscrits 763 de la BNF dans son ensemble, la date de 1284, indiquée par l'unique colophon contenu dans le volume, nous apparaît inacceptable. Les manuscrits seraient plutôt du XIVe siècle. » Fin de citation. On peut deviner la raison de la perplexité exprimée par Vajda en consultant la description du manuscrit hébreu 763 donné par Vajda lui-même dans ses notes manuscrits, conservés à la BNF. Le 8e texte contenu dans les manuscrits 1 est décrit par Vajda de la façon suivante, je cite, « Spéculation sur les lettres du tétragramme, les nombres de 42 lettres, etc. » suivi de cercles kabbalistiques, les tout dans les flux de élucubrations d'Abraham Aboulafia. Et c'est à lui que se rapporte Avraham, l'expression Avraham Zichrono Lechaye Olam Haba au feuillet 26 verso. Dans ce cas, le manuscrit ne peut pas être de 1284. Vajda fait référence à une inscription qui figure au feuillet 26 verso au-dessous de la photo qu'on trouve dans les programmes, juste au-dessous, mais on ne peut pas les lire, qui se lisent « Ve'ata nirtovoto banu letalpiyot kaugan uvenikodo amiti » Avram, zichrono lechaye olam haba. Et maintenant, nous écrirons Banu et les Talpiyot, dans ce contexte, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, est avec sa vraie vocalisation, Avra, etc. Déjà Carmoli, dans sa description, écrivait, je cite, « Commentaire sur les Semaméphoras, ou nom de Dieu, je n'ai pu découvrir ni les noms de l'écrivain, ni les temps ni lieu où il a été écrit. On lit au verso du feuillet 26 verso ces mots, Avraham Zichrono Lechaye Olam Haba, qui signifie, etc. Et bon, Vajda semble interpréter Avraham Zichrono Lechaye Olam Haba comme une référence à Aboulafia, qui dans les sources à notre disposition disparaît après l'année 1291. Et Vajda l'indique comme l'auteur du 8e ouvrage contenu dans les manuscrits 1. Idel interprète ces mots de la même façon. Et même plus, dans sa monographie sur les golems, Idel attribue le 8e texte de la première unité codicologique à Aboulafia. D'où la et donc il soutient que le manuscrit ne peut pas avoir été copié en 1284. Et d'où la conclusion de Vajda, mais si cette date est authentique, elle ne peut pas se référer à l'ensemble de 9 premières pièces en raison de la présence du morceau appartenant à Avraham Aboulafia. Comme on l'a vu, Vajda ignorait la présence de 2 unités codicologiques distinctes dans les manuscrits hébreux 763. Comment donc sortir de l'impasse? La première unité codicologique était-elle donc plus tardive de la première? Comme on l'a vu, Zotenberg n'a pas considéré les manuscrits P comme composés de 2 unités codicologiques différentes. Zotenberg
indiquait Yehonatan comme le copiste de tous les manuscrits jusqu'à la fin du Sha'ar HaGmul de Nachmanides. Par contre, Vajda a hésité à attribuer la première partie du manuscrit à la main de Yonatan. Bouzi, de son côté, soutient que Yonatan n'a copié que le Sha'ar HaGmul. Dans son catalogue, Tchoukou a décrit plus soigneusement les changements des mains des copistes. Et comme Bouzi, toutefois, Tchoukou a écarté l'identification de la main du copiste principal de la première unité codicologique avec la main de Yonatan. Dans ce tableau, j'anticipe les résultats de mon analyse de main scribale à l'intérieur du manuscrit P. Comme vous le remarquez, Tchoukou indique à chaque changement de main un nouveau copiste. Mon analyse s'écarte de celle de Tchoukou principalement sur 2 points. Le premier, la main de Yonatan est la même qui a copié tous les manuscrits 1, sauf les diagrammes, et le feuillet 59 recto 60 verso du manuscrit 2, c'est-à-dire les copistes 1 et 3 dans la description fournie par Tchoukou. On peut finalement passer à la démonstration. Voilà. Il s'agit de chercher des traits pertinents qui est capable de montrer que les écritures, que la main, c'est toujours la même. Parmi les éléments relevant pour l'identification d'une main, Judith Olshovich-Langer signale d'abord la mise en page et la mise en texte. Dans les cas en question, ces aspects résultent difficilement comparables. La première unité codicologique présente une réglure à pointe sèche bifeuillée par bifeuillée avec 31 lignes par page. En revanche, dans la deuxième unité codicologique, jusqu'au feuillet 64 recto, ne sont tracées que les lignes qui délimitent les cadres d'écriture. D'où vient que dans le manuscrit 1, Yehonatan, suivant soigneusement la réglure, trace régulièrement 31 lignes par page, lorsque dans le manuscrit 2, le nombre de lignes est très variable. Une comparaison entre les différentes parties copiées par Yehonatan doit donc abstraire de la mise en page, aussi bien que de la grandeur des lettres et de l'inclinaison de la ligne d'écriture, qui dans le manuscrit 2 est soumise à variation. Pour établir si effectivement on retrouve la main de Yehonatan dans d'autres parties du manuscrit, il faudra donc considérer d'autres éléments. Considérons tout d'abord 4 essais d'écriture. Les premiers tirés de la partie du manuscrit 2 qui présente les colophons de Yehonatan, les autres tirés de 2 parties du manuscrit 1 et de l'autre partie du manuscrit 2 qui présentent la même main. Pour vérifier l'identification de la main de Yehonatan dans les parties non autographes, je vous propose de prendre en examen les nexus Aleph Lamed, les P sophites et les Lamed, et de les confronter ensemble. Et de les confronter même avec les mains des autres manuscrits. Là, c'est un peu trop petit, je ne sais pas si on peut agrandir un petit peu. Mais c'est le mieux que je peux faire avec bon. Olshovich-Langer distingue 2 formes de ligature entre deux lettres hébraïques. La ligature simple, dans laquelle la forme des lettres n'est pas soumise à des transformations, et les nexus, dans lesquels, en revanche, l'union de 2 lettres donne lieu à une forme nouvelle, dans laquelle les 2 lettres, tout en restant reconnaissables, perdent quelques-uns de leurs composants simples. Dans les écritures hébraïques médiévales, le seul nexus attesté est celui de Aleph et Lamed. Or, comme on peut le voir en examinant les écritures des autres copistes qui ont participé à la production du manuscrit P, le cas plus fréquent est celui dans lequel Aleph perd les traits verticales gauche et Lamed perd sa partie inférieure. À l'intérieur de cette typologie, on trouve pourtant plusieurs formes. Dans l'écriture du copiste 3,
les traits diagonales descendants de Aleph forment avec les traits verticaux un angle de presque 90 degrés. Le prolongement de la Med est en gros perpendiculaire à la ligne d'écriture et se termine avec un drapeau orienté vers la gauche. Je saute un peu, j'espère que vous pouviez voir, mais la conclusion va éclaircir le tout. Dans l'écriture de Jonathan, le nexus Aleph Lamed suit une typologie différente. La lettre Aleph ne perd aucun de ses composants, tandis que Lamed est indiqué par une sorte de virgule dont l'extrême inférieur est rattaché à la jambe gauche de Aleph. On retrouve la même forme dans toutes les autres parties du manuscrit, désormais clairement attribuable à la main de Jonathan. On peut signaler une forme semblable de ce nexus dans un autre manuscrit ashkénaze de la fin du XIIIe siècle, les Marzor contenus dans le codex 309 de la Badische Landesbibliothek à Karlsruhe, copié en 1292. Je ne peux pas dire qu'il s'agit d'un trait ashkénaze, mais bon, il faudra d'autres vérifications, mais ce n'est pas improbable. Sans entrer dans les détails, je vais attirer votre attention sur le fait que même les Pesophites et les Lamed de Jonathan peuvent être clairement distingués de ceux des autres mains figurant dans les manuscrits. Cet examen, forcément sommaire dans le cadre de cette présentation, ne laisse donc aucun doute quant au fait que, comme déjà observé, même si de façon expéditive et non analytique, d'abord par Zotenberg et plus tard par Vajda, la main du copiste principal du manuscrit 1 correspond à la main de Jonathan ben Aviezer à Cohen de Ferrare, copiste de plusieurs passages dans les manuscrits 2. La main de Jonathan, telle qu'elle apparaît dans les manuscrits P et L, correspond à celle qui a tracé la note de vente dans les manuscrits de Munich. Celle qui apparaît dans les manuscrits P et L est donc assurément la main de Jonathan, et il n'y a aucune raison de soupçonner que les colophons analysés ci-dessus ne soient pas originaux. L'histoire de la transmission de ces manuscrits et de ses propriétaires successifs ne rentre pas dans les limites de cette communication. Il me semble quand même opportun de mentionner la présence d'une note prête au feuillet 2 recto et de révoquer en doute la lecture qu'on en a donnée. Bon, de la part du Seigneur, que son nom soit béni, j'ai demandé de pouvoir emprunter ces Sefer Yetzira et les autres textes qui sont contenus à Mordechai, fils du Chacham Rabbi Yosef. Que la mémoire du juste soit une bénédiction. 2. Un des propriétaires du livre s'appelait donc Mordechai ben Yosef. Les mots à la ligne 2 est fort probablement un toponyme de provenance. Tchoukou lit Misigovia. Bien que je sois incapable de fournir une lecture alternative du mot, on peut sans doute exclure que la quatrième lettre soit un guimel. La leçon Misigovia n'est pas plausible même d'un point de vue onomastique. Vittorio Colorni a décrit Mordechai comme, je cite, un des noms hébreux les plus connus au Moyen-Âge en Italie. Fin de citation. Dans les sources vernaculaires, toujours selon Colorni, l'équivalent de Mordechai était, par contre, je cite, à partir du XVe siècle, à cause de la ressemblance phonétique parmi les Ashkénazis. Bon, c'est mieux si je saute sous ça. Bon, c'est pas nécessaire ici. Il faut remarquer, c'était pour dire que le nom Mordechai est aussi utilisé parmi les Ashkénazim. Il faut remarquer toutefois que Colorni ne fait aucune référence à l'utilisation de ce nom dans le monde séfarade.
ce qui est tout à fait compréhensible si on considère qu'on ne peut pas citer un seul rabbin séfarade au Moyen-Âge qui porte ces noms, et que si on prend de répertoires et gestes tels que le History of the Jews in Aragon par Jean Régnier, le nom Mordechai n'apparaît jamais. La thèse de l'origine commune de deux manuscrits me semble confortée aussi par les notes de censure qu'on y trouve. Les manuscrits portent 3 notes de censure. Domenico Gerosolomitano y a apposé la sienne au feuillet 67 verso en 1597. Domenico Carretto y a apposé 2 notes de censure. Au feuillet 34 recto, voire à la fin du texte contenu dans la première unité codicologique, et l'autre au feuillet 67 verso, voire à la fin du texte contenu dans la deuxième unité codicologique. Comme déjà mentionné, sur la base de ces notes, Ciucu a indiqué les terminus postquem de la reliure de 2 manuscrits en 1595, lorsque Sirach l'a indiqué en 1618. La présence de la main de Yehonatan, soit dans le manuscrit 1, soit dans le manuscrit 2, permet cependant de formuler une hypothèse différente. Il est désormais admissible de supposer que les 2 manuscrits furent liés ensemble déjà à la fin du XIIIe siècle, voire peu après leur production, et que donc les 2 manuscrits se présentaient déjà liés ensemble en 1595, quand Gerosolomitano, en considérant les 2 unités comme un seul manuscrit, a posé sa note de censure que sur la dernière page. Par contre, plus attentif à la composition du manuscrit, Carretto aurait apposé 2 notes distinctes à la fin de chaque unité codicologique afin d'éviter que, fussent-elles séparées l'une de l'autre, la première ne fût dépourvue de notes de censure. J'arrive aux conclusions. Le manuscrit 1 fut presque entièrement copié par les scribes auteurs du colophon datant le manuscrit 2 en 1284, voire Jonathan ben Aviezra Cohen de Ferrar, dont l'activité du copiste est documentée à Rome dans les décennies s'écoulantes du 1284 au 1293-14. Le manuscrit 1 contient une référence à un défunt Avram qui, selon Idel, devrait être identifié avec Avraham Aboulafia, mort en 1291 ou peu après. Si on accepte cette interprétation, et j'espère d'apprendre quelque chose à ces propos pendant cette journée, on est forcé d'indiquer l'année 1291 comme terminus postquem de la production du manuscrit 1. Cette interprétation n'étant pas confortée par des preuves ou par des argumentations convaincantes, elle ne peut pas être prise pour fondement d'une datation du manuscrit 1. De toute manière, toutes les informations dont nous disposons conduisent vers la conclusion que les 2 manuscrits 1 et 2 furent produits à Rome à peu près à la même époque et qu'ils furent liés ensemble autour de l'année 1300. La comparaison du colophon apposé par Jonathan à l'intérieur du manuscrit 2 avec les colophons apposés par les mêmes scribes dans les manuscrits orientaux 1055 du British Library permet de dater ces derniers au 1289-90. Et donc, voilà. Merci beaucoup.